Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et salut tout le monde, bienvenue pour le 8e épisode de Franchise QB. Alors désolé pour hier, il y a eu un petit problème technique, donc j'ai pas pu sortir l'épisode concernant les flops. On va y revenir très brièvement aujourd'hui, même si je détaillerai bien sûr plus en détail le top des quarterbacks de la semaine que le flop. Voilà, vous voyez aujourd'hui, je suis tout seul à nouveau, donc je rappelle que le principe de la chaîne, c'est d'avoir une chaîne participative avec des gens qui viennent nous parler de leur quarterback, donnent également leur point de vue, qui n'est pas forcément le même que le mien, sur les performances des quarterbacks de la semaine. Donc n'hésitez pas, contactez-moi en commentaire sur YouTube. Je rappelle mon Twitter, @Kuboussari, sur Facebook, Quentin Boussari également si vous voulez. Voilà. N'hésitez pas si vous avez envie de venir participer à un épisode, que vous ayez de l'expérience dans les podcasts, que vous n'en ayez pas, que vous suiviez la NFL depuis 20 ans comme depuis cette année, il n'y a pas de souci. Tout le monde est le bienvenu. Voilà, la parenthèse est close. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, je vais faire un petit rappel du flop 10 de la semaine parce que du coup, vous ne l'avez pas eu puisque l'épisode n'est pas sorti. Je vous l'affiche en même temps, je dis quelques mots brièvement, mais voilà, je développe pas trop pour pas que l'épisode soit trop long. Donc le flop 10 de la semaine, je commence du numéro 10, le 10e pire quarterback, et je remonte vers le numéro 1 qui est le pire quarterback de la semaine, je rappelle le principe. En numéro 10, j'ai placé Patrick Mahomes des Chiefs malgré la victoire de son équipe parce que la deuxième mi-temps n'a pas du tout été au niveau attendu, même si ce que je disais c'est qu'il a couru un petit peu plus que d'habitude et à bon escient. Ensuite, en numéro 9, j'ai placé Jordan Love parce que, pour faire simple, je trouve que c'est un quarterback qui a montré des qualités, mais qui, on l'a encore vu sur ce match, a trop de difficultés dès qu'il commence à être un petit peu sous pression. Et il s'est fait aplatir pendant toute la première mi-temps, c'était compliqué, et derrière, il n'a pas réussi à remonter la pente pour les Packers. Numéro 8, Aiden O'Connell, le rookie des Raiders, puisque Jimmy Garoppolo était blessé, enfin en tout cas il ne s'était pas remis de son protocole commotion. Donc performance bof hein, pour le rookie, malgré un touchdown au sol, il y a des interceptions qui sont vraiment pas belles, notamment une en fin de match où il y a personne de son équipe à 5 mètres à la ronde, et puis des fumbles qu'il fait tout seul, il fait un fumble tout seul, il prend littéralement il a le ballon dans les mains et puis il le lâche, flemme. Donc bon, c'est qu'un premier match, c'est un rookie drafté loin dans la draft, il aura peut-être d'autres opportunités, mais attention pour les Raiders. Numéro 7, Joe Burrow des Bengals, j'ai le sentiment qu'il joue blessé en fait et qu'on s'est trompé en fait du côté des Bengals parce que soit il aurait fallu le mettre sur le banc sur les premiers matchs et dire on va serrer les dents, voir ce qu'on peut faire avec le remplaçant, et ensuite il reviendra en pleine forme et ça devrait rouler. Et le problème c'est que là maintenant ils sont à 1-3 et que si le bench maintenant, on peut peut-être quasiment déjà dire au revoir à la saison du côté des Bengals. C'est une situation un peu inextricable. Évidemment, c'est pas fini, on verra ce que ça peut donner, mais on sent qu'il a pas de mobilité quoi, dans la poche. C'est assez dommageable. Numéro 6, Derek Carr, je ne comprends pas pourquoi cette attaque des Saints ne marche pas mieux. C'est un quarterback plus que décent normalement, Derek Carr. Il a un corps de receveur extraordinaire à sa disposition, avec Olave, avec Michael Thomas qui pour une fois a l'air de rester en bonne santé, avec Shahid également qui s'est bien montré là depuis le début de saison. On l'avait vu déjà l'année dernière. Ouais, c'est pénible hein, et ces Saints qui étaient censés être archi favoris de la division, et ça va peut-être être un peu plus compliqué parce qu'on voit que les Falcons, ça dépend des fois, mais en tout cas au niveau du bilan ils sont là, et puis que les Bucks performent mieux que prévu hein, on y reviendra aujourd'hui hein, sur les Buccaneers. Numéro 5, Kenny Pickett, cette attaque des Steelers, c'est léthargique quoi. On s'endort et il fait un match où il dépasse péniblement les 100 yards.
il n'y a rien et la défense va pas pouvoir continuer à gagner éternellement des matchs toute seule. Numéro 4, Desmond Reader. J'en parle un tout petit peu parce que vous voyez, j'ai un Sweet Jaguars aujourd'hui. Et donc, j'étais au match, j'ai eu la chance d'aller voir mon premier match de NFL à Londres ce week-end. Et donc, j'ai pu voir Desmond Reader de près et c'est pas rassurant. Hein. Il confirme un peu les craintes qu'on pouvait en avoir, en début de saison sur Desmond Reader. Moi, j'ai eu le sentiment qu'en fait, ouais, donc, quand le jeu de course n'est pas là, c'est compliqué. Même si là, Bijan Robinson a fait un plutôt bon match. Et puis, même à la réception, on a l'impression qu'il ne jouait que sur lui. Alors, on a eu un bon match du tight end, Geno Smith, qui est à pratiquement 100 yards, 95 yards, je crois. Mais il va falloir trouver des solutions, hein, parce que les Falcons, ils vont pas pouvoir essayer de jouer que au sol toute la saison. On a bien vu que ça ne marche pas. Numéro 3, Mac Jones des Patriots. Les Patriots qui avaient fait un plutôt bon premier drive et ensuite qui se sont éteints complètement face à Dallas. Il y a cette espèce de fumble là qui conduit à un touchdown de Van Der Esch. Où il se fait prendre par derrière, il voit pas la pression arriver. Voilà, gestion de la pression assez cata pour Mac Jones. On sait que théoriquement, il n'est pas aidé par son corps de receveur du côté des Patriots, mais il doit faire mieux que ça. D'ailleurs, il était benché pour Billy Zappi et on avait dit attention, Mac Jones, c'est le quarterback peut-être dont la place est la plus menacée à court terme. Hein. Il pourrait être remplacé, y compris en cours de saison. Numéro 2, j'ai placé Dorian Thompson-Robinson, le rookie des Browns, puisque c'était l'événement de la semaine. Il y avait, pour la première fois de la saison, de nouveau 32 franchises NFL et non plus 31, puisque Dorian Thompson-Robinson, lui, mérite qu'on s'intéresse à lui et qu'on débriefe ses performances, quand bien même elles seraient mauvaises. Et là, il a montré vraiment des limitations, 3 interceptions, aucun touchdown, aucun flash finalement de ce qu'on avait vu en pré-saison. Moi, j'ai pas compris pourquoi il tentait pas plus de courses avec lui. Non, vraiment, derrière les Ravens ont été solides, donc pas au point hein, cette attaque des Browns. Mais bon, encore une fois, c'était son premier match. On lui laissait un peu d'espoir pour la suite et on espère le revoir parce que il avait montré des bons flashs, ce rookie. Hein. Bien sûr, c'était que la pré-saison, mais moi, je pense qu'il peut avoir un avenir en NFL. Et numéro 1, flop de la semaine, vous le voyez, c'est Daniel Jones des Giants. Alors lui, il alterne un peu le chaud et le froid, hein. Il passe du top au flop. Il s'est fait saquer une dizaine de fois. Alors évidemment, la ligne offensive a pas été au rendez-vous, mais c'est pas la seule responsable. Le quarterback aussi doit être capable de se débarrasser du ballon quand il voit que c'est pas possible. 3 petits points face à cette défense des Seahawks, une interception lance un pick six pour le rookie Witherspoon. Tout simplement pas un bon match pour Daniel Jones. On n'avait eu aucun flash, si vous voulez, de révolte de sa part. Voilà. On va clôturer ainsi le flop 10. On va passer au top 10 où je vais détailler un petit peu plus. Mais voilà, je voulais quand même refaire le point sur ce flop 10. Je répète, numéro 10 Mahomes, numéro 9 Jordan Love, numéro 8 Aiden O'Connell, numéro 7 Joe Burrow, 6 Derek Carr, 5 Kenny Pickett, numéro 4 Desmond Reader, numéro 3 Mac Jones, numéro 2 Dorian Thompson-Robinson et numéro 1 Daniel Jones. Et sur ce, on va enchaîner sur le top, les 10 meilleurs quarterbacks de la semaine. Voilà, vous m'envoyez un nouveau. Et oui, tout à l'heure, je vous ai montré mon pull Jaguars quand je parlais, mais je viens de réaliser que vous aviez à la place le classement. Donc, je remontre. Voilà. Voilà. J'aime bien, hein, c'est pas parce que je suis supporter des Cardinals, c'est une franchise que j'aime bien, les Jags, et globalement, j'ai rien contre quasiment toutes les franchises de NFL, même si évidemment, petite rivalité avec celle de ma division, plus une franchise que je n'aime pas, j'ai déjà expliqué pourquoi, mais
comment dire, ce n'est pas définitif. Mais voilà, voilà. C'était aujourd'hui un pull des Jaguars. Allez, on attaque le top 10 de la semaine. Et numéro 10 de ce top 10, j'ai placé Justin Fields des Chicago Bears. Alors si vous voulez, ce Justin Fields en 10, c'était un moyen un petit peu de le soutenir, de compatir avec lui. Parce que moi aussi, je sais ce que c'est d'avoir un head coach qui ne connaît rien au football. J'en ai eu un pendant 4 ans, Cliff Kingsbury à Arizona, et Matt Eberflus, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, je vais revenir sur une action. Après, on parle un petit peu de Justin Fields, mais c'est dans le quatrième quart. Alors, les Bears se retrouvent proche de la red zone, pardon, des Broncos. Il reste 2 minutes 40, 2 minutes 50 à jouer, je crois. En face, ils n'ont plus qu'un seul temps mort. Et ils se retrouvent en fait en 4e et 1. 4e et 1, là, toutes les options sont sur la table et globalement, chacune peut se défendre. Parce que si vous jouez la 4e et que vous avez une première tentative, c'est quasiment game over. Le match est pratiquement fini. Si vous mettez un field goal, vous reprenez l'avantage, mais vous rendez le ballon à l'adversaire. Bon. Et Matt Eberflus a réussi à faire le seul truc qu'il ne fallait pas faire dans ce cas de figure. Il s'aligne pour jouer la 4e tentative. On se rend compte qu'en fait, ils ne comptent pas la jouer, ils veulent faire jumper l'adversaire. Ça veut dire quoi jumper? Ça veut dire, voilà, en 4e tentative, on fait un hard count du côté de Justin Fields pour en fait essayer de faire sauter l'adversaire, de lui faire franchir la zone neutre et donc d'obtenir une pénalité qui vous permettrait d'obtenir la première tentative. Parce que vous savez que les linemen défensifs ont une ligne à ne pas dépasser. S'ils la dépassent avant l'engagement, avant le snap, il y a pénalité, 5 yards pour l'adversaire. En l'occurrence, ça aurait fait une première tentative. Et donc, les Broncos ne se laissent pas prendre, bon, d'accord. Et puis, finalement, Eberflus appelle un temps mort. Bon, d'accord. Alors déjà, moi, ce que j'aurais fait dans ce cas-là, j'aurais pas appelé de temps mort, j'aurais pris le delay of game. Parce que, voilà. D'accord, ça aurait éloigné un peu le field goal, mais les temps morts, tu peux toujours en avoir besoin en fin de match. Surtout si c'était pour prendre le field goal et rendre le ballon. Bon. Mais bon, il appelle un temps mort. Là, pour le coup, c'est pas forcément de sa faute à lui. C'est quelque chose que je vois beaucoup et qui m'agace. Voilà, des entraîneurs qui peuvent faire bouffer un temps mort plutôt que de prendre des delay of game. Dans ce cas-là, je pense que le delay of game se serait plutôt imposé. Bon, et donc il appelle un temps mort. Donc on se dit, ok, les joueurs vont rentrer du temps mort, et puis ça va être l'équipe spéciale qui va rentrer, et puis voilà, il y aura un field goal, ils prendront l'avantage, ils rendrront le ballon en essayant de défendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie l'attaque après le temps mort. Il renvoie l'attaque et il tente la 4e tentative. Il tente la 4e tentative, la 4e tentative ne passe pas, ballon rendu, pas de point. Alors, comme j'ai dit, les deux se défendent. Tu peux défendre très bien l'idée de la santé ou l'idée de prendre le field goal. Mais n'appelle pas un temps mort pour retenter la 4e tentative après. Si tu voulais tenter la 4e tentative, fallait y aller dès le début. Quand tu faisais semblant là pour les faire jumper, ils sont pas bêtes les gonzes en face, hein. Ils ont pas jumpé, c'est qu'ils savaient aussi que tu faisais semblant. Et essaye de les prendre par surprise à ce moment-là et tente-la à ce moment-là. Si tu la tentes et que tu la paumes à ce moment-là, t'as joué, t'as perdu, d'accord. Mais là, tu prends le temps mort, tu renvoies ton attaque et t'appelles une course plein fer. Et évidemment qu'ils se sont adaptés les mecs en face. D'accord, les Broncos depuis le début de saison, c'est pas ça, mais c'est quand même Sean Payton et Van Joseph dans l'équipe de coaching en face. Je ne comprends pas. Donc bref, voilà, j'ai été un petit peu long là-dessus. Je vais revenir un petit peu plus brièvement sur Justin Fields qui a fait un super match à la passe. Alors forcément, dans le 4e quart, il y a ce fumble perdu là qui est dommageable puisque ça conduit à un touchdown. Il y a cette interception en fin de match qui fait game over en fait. À côté de ça, il était à 28 sur 35, 335 yards. Et pour faire bref, j'ai trouvé que enfin il commençait à... Alors il aurait peut-être pu courir un petit peu plus, mais ça se passait bien pour lui. Donc pas besoin de forcer quand c'est pas nécessaire.
enfin, il commençait à trouver les joueurs dont on attendait qu'il les trouve, quoi. DJ Moore est à 9 cibles, 8 réceptions, 131 yards et un touchdown. Cole Kmet, 9 cibles, 7 réceptions, 85 yards, 2 touchdowns. On l'avait dit la semaine dernière qu'il fallait que Kmet soit plus impliqué dans le jeu de réception. Voilà, ça va être tes 2 cibles principales. Joue sur eux. Donc, j'espère que ce sera le début de quelque chose pour Justin Fields, mais vraiment, je compatis avec lui parce que Matt Eberflus, ce n'est juste plus possible. Il faut arrêter avec ce coach qui, de toute évidence, n'est pas au niveau NFL. On continue. Numéro 9 de ce top 10 de la semaine, j'ai placé l'autre quarterback de ce match, Russell Wilson. Il fallait bien qu'il soit devant Justin Fields parce que, mine de rien, à la fin, c'est lui qui a gagné. Je donne ses stats, 21 sur 28, 223 yards, 3 touchdowns à la passe, pas d'interception. Voilà, bon match pour Russell Wilson qui, lui aussi, si vous voulez, commence à se montrer un petit peu. Alors, il était quand même mené 28-14 dans le dernier quart, il y a un touchdown défensif, mais il y a quand même un beau drive pour aller récupérer 7 points dans le quatrième quart, et puis il y a un beau drive sur la fin là pour aller se mettre en position de field goal, première passe du drive je crois, tout de suite il trouve Mims, le rookie, et ça met son équipe en position de field goal. Donc voilà, très bien joué de la part de Russell Wilson. On commence à revoir un petit peu Jerry Jeudy, et c'est très bien, il distribue un petit peu mieux. Il est qu'à 214 yards, c'est pas non plus la panacée, mais écoutez, oui, je dis 214 yards, c'est 214 yards au total, parce qu'il en lance pour 223 et il en perd 9 suite à un sac. Mais voilà, on commence. Voilà, il faudrait que ce genre de performance, celle qu'on a vue aussi en première semaine face aux Riders, il faudrait que ce soit plus régulier. Il faudrait que ce soit plus régulier, et bon, peut-être que finalement avec Sean Payton ça peut marcher. Finalement, c'était un peu la défense qui sous-performait du côté des Broncos, bizarrement cette année, alors que l'an dernier c'était l'inverse. S'il commence à avoir les automatismes avec 2 receveurs de la qualité de Jeudy et de Sutton, ça peut marcher. Je dis pas qu'ils vont aller en playoff, je dis pas qu'ils vont gagner le Super Bowl, mais quand même mieux que ce qu'on a vu depuis le début de saison. Ils s'en sortent dans ce match. Ça aurait été compliqué s'ils avaient perdu ce match. Ils s'en sortent. Ils ont fait le minimum. L'important, c'est la victoire. On continue, numéro 8. Numéro 8 de ce top 10 de la semaine. Et j'ai placé Baker Mayfield. Baker Mayfield qui surprend, qui surprend. Ces Buccaneers, ils surprennent en bien. Cette saison, 25 sur 32, 246 yards, 3 touchdowns, une interception. Il a également couru pour 8 tentatives et 31 yards. Encore une fois, ce qui impressionne avec ces Buccaneers, c'est, si vous voulez, cette niaque. Moi, je trouve qu'il a cette niaque naturelle. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Baker Mayfield, c'est pas le quarterback le plus talentueux de la ligue, mais alors, c'est un guerrier, quoi. Il y va. Et dans ce genre de match où en face, l'attaque a fait des bêtises, il y a cette interception que lance Baker Mayfield qui est interceptée près de la end zone. De mémoire, c'était en toute fin de première mi-temps. Et derrière, les Saints, ils appellent une course sur le premier jeu derrière, fumble, ballon récupéré, et ça finit en touchdown pour les Bucks. Donc, voilà, franchement, moi, je trouve que cette attaque des Buccaneers, elle n'en finit pas de nous surprendre, et que Baker Mayfield, il est en train de faire une sacrée saison. Mike Evans, l'attaque reposait beaucoup sur lui. Là, il est sorti, c'était un peu blessé. Et Godwin a pris le relais. Il est à 11 cibles pour 8 réceptions, 114 yards. Il y a un touchdown aussi de Tompkins. Donc voilà. Moi, je dis toujours un peu la même chose, parce que Baker Mayfield, ça commence à faire un moment qu'on le voit dans le top chaque semaine. Dans un bon environnement, ça peut être un quarterback plus que décent. Ce sera peut-être jamais le franchise quarterback de qui que ce soit, mais franchement,
dans le bon environnement, ça peut marcher. Et pour l'instant, les Buccaneers, surtout dans cette division qui finalement est un petit peu plus ouverte que ce qu'on croyait, en tout cas ce que moi je croyais en début de saison, j'avais dit c'est les Saints, c'est sûr, vous embêtez pas les gars, même en bilan négatif, ils gagnent la division. Peut-être pas finalement. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher du côté de Baker Mayfield et des Bucks. On enchaîne avec le numéro 7. Numéro 7, j'ai placé Geno Smith des Seahawks, 13 sur 20. Alors, 13 sur 20. Alors, je lis 110 yards. Paraît très très peu. Bon, à suivre. Excusez-moi, j'ai les stats sous les yeux et j'en suis surpris. Là, j'ai 160 yards. 160 yards à la... Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, parce que Geno Smith est sorti et que Drew Lock est rentré un petit moment. Bon, alors c'est vrai que en nombre de yards, c'est pas terrible. Mais finalement, pourquoi je l'ai mis là, Geno Smith? Parce que il a fait son petit match de game manager. Et c'est important. Le quarterback, si vous voulez, ne se juge pas qu'à l'aune de ses stats. Ok. Il a fait son petit match, il y a eu un touchdown défensif, il n'y a pas besoin d'en faire plus. On peut courir beaucoup parce que je suis prêt à regarder 23 courses du côté des Seahawks parce qu'on a l'avantage. Voilà, et encore une fois, il a 2 super receveurs. Cette semaine, on a vu un petit peu Dickie Metcalf en début de match, on a vu un petit peu Taylor Lockett. Il y a une grosse réception qui est annulée pour une pénalité en plus de la part de Lockett. Il a servi Noah Fant aussi qui a fait marquer un super touchdown et qui a été arrêté à 1 yard. Donc voilà, encore une fois, game manager et la défense qui joue bien et voilà, on lui demande pas d'en faire plus finalement à Geno Smith. Si ça suffit, l'important c'est la victoire. Bien joué de la part des Seahawks. On continue numéro 6, j'ai placé Lamar Jackson. Pourquoi Lamar Jackson? Parce qu'il nous montre encore une fois que c'est un vrai quarterback. Alors, je donne ses stats. 15 sur 19, 186 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Et il met également 2 touchdowns à la course. En courant pour seulement 27 yards en 9 tentatives. Parce qu'il y a toujours ce débat avec Lamar Jackson, pardon. Il y a toujours ces gens qui vont vous dire ce n'est pas un quarterback, c'est un running back, il court, il met des touchdowns au sol. Non et non. Il a fait un super match. Il a une variété de lancers, moi, qui m'impressionne. Évidemment, il va viser en priorité son tight end, Mark Andrews, qui est son vrai receveur numéro 1. Il fait une super passe à un moment, je crois que c'est en toute fin de première mi-temps de mémoire, à Zay Flowers, le rookie, où vraiment alors j'essaye de traduire, il extend the play, il élargit le jeu, c'est-à-dire qu'il le fait durer un petit peu plus longtemps en sortant de la poche, et derrière, on se dit il va se débarrasser du ballon parce qu'il voit la pression, ou alors il va essayer de courir. Et il l'envoie dans la fenêtre, vraiment, il est en bord de sideline, Zay Flowers, juste là où lui peut l'attraper. C'était un super lancer. On l'a vu faire des petits flotteurs également. Un flotteur, c'est une espèce de petit ballon lobé là, qui arrive juste où le receveur peut s'en saisir sans risquer d'être intercepté. Vraiment, non, un super match de Lamar Jackson. Il n'y a rien à redire. Une super performance. Bravo à lui, bravo à ces Ravens qui commencent doucement à avoir une bonne tête de favori de la FC Nord. Hein. Si les Bengals n'arrivent pas à s'extirper de cette situation là avec Joe Burrow, alors oui, les Browns, il faudra toujours compter sur eux parce que notamment ils ont une super défense, ça s'est pas trop vu sur ce match-là, mais ils ont une défense top 5 ou 3 ou 5 de la ligue. Donc attention à eux, mais quand Lamar Jackson joue comme ça, c'est inarrêtable. Plus évidemment, c'est 2 touchdowns à la course. Super match vraiment de Lamar Jackson et des Ravens. On continue numéro 5 de ce top.
Un petit rookie qui a fait un super match, CJ Stroud. Alors CJ Stroud, on l'avait dit en tout début de saison, attention, il a du mal à gérer la pression. Quand la pression va commencer à arriver, il a tendance à paniquer un petit peu. On l'avait vu d'ailleurs dans les matchs de pré-saison. Et quelle saison il nous fait? Quelle saison il nous fait? Alors je suis après vérifier, je crois, oui c'est ça, il n'a pas encore lancé d'interception depuis le début de la saison, c'est excellent quand même. Il est sur ce match-là à 16 sur 30, alors on peut dire c'est pas terrible, 16 sur 30, mais 306 yards, 2 touchdowns. Vraiment, il est en train doucement de se positionner, peut-être d'une part comme rookie offensif de l'année, il faudrait voir, mais comme franchise QB des Texans. Oui, il n'est pas toujours archi précis, c'est un rookie. Hein, là, il a un pourcentage de complétion assez faible finalement. Mais il fait comme il peut avec le matos qu'il a. Il s'en sort très très bien avec Nico Collins, avec Tank Dell également le rookie. Alors, est-ce que j'ai pris les stats à la réception? Je recherchais qui c'est qui visait le plus. Nico Collins, bah oui, voilà. On a vu un tout petit peu Mechie également qui revient d'une grave maladie. On a vu un peu, ça y est, on commence doucement à voir Dalton Schultz, parce que quand même, un joueur de cette qualité, je ne comprenais pas qu'un quarterback rookie ne l'utilise pas plus, ou qu'on ne le lui fasse pas plus utiliser. En tout cas, je ne sais pas si le problème venait du coaching ou de lui. Mais voilà, on commence à voir Dalton Schultz. Non, vraiment, il gagne 30-6, donc il n'y a pas besoin non plus de lancer 50 milliards de ballons quand l'avance commence à être conséquente. Et il fait son match. Il est le meilleur quarterback sur le terrain, ça c'est clair. Meilleur que Kenny Pickett. Il joue on a l'impression des fois quand on le voit jouer qu'il a 5-6 ans d'expérience dans la ligue, alors que c'était un rookie. On est qu'en semaine 4, on va faire attention, on va pas s'exciter non plus, mais franchement, super match et super début de saison. Et attention à ces Texans, j'avais dit les Texans, ils étaient prévus deuxième choix de la draft. Hein, puisque j'avais dit, moi, en tant que supporter des Cardinals, ça m'arrange bien parce qu'on a leur premier choix l'année prochaine. Mais j'avais dit, vous verrez, ils seront, moi je les voyais plus 8, 9, 10e choix de la draft, et à ce rythme-là, je crois que tout le monde était à 2-2 dans cette division. À ce rythme-là, il pourrait peut-être même être encore un peu plus bas, hein, ce choix des Texans. Hein. Je pense peut-être que c'est encore un peu juste pour les playoffs, mais pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas dans une division qui est plus ouverte que ce qu'on pensait? Il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Allez, on enchaîne, on passe au numéro 4, et au numéro 4, j'ai placé Justin Herbert. Justin Herbert des Chargers, qui a fait un super match encore une fois. Il fait vraiment un bon début de saison. Hein. Les deux premiers matchs ont été perdus, mais c'était plus la défense qui les avait perdus. Lui, il faisait ses matchs. Et ici, alors mine de rien, il est 13 sur 24, 167 yards, un touchdown, une interception. Il marque 2 touchdowns au sol également. Il a couru un petit peu plus que d'habitude, il fait 12 courses quand même. Est-ce que c'était le plan de jeu? Est-ce qu'on avait repéré qu'il y avait peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là? Il a surtout fait une excellente première mi-temps. On va pas se mentir, il s'est un peu éteint. D'ailleurs, les Chargers n'ont pas marqué de points en deuxième mi-temps. Mais en même temps, il n'y a pas spécialement besoin. Il y a toujours besoin de marquer des points. Mais voilà, écoutez, McWilliams n'est pas là. Bah, c'est Palmer qui a pris un petit peu le relais, qui a été visé 8 fois, Keenan Allen toujours présent. Moi, je suis un petit peu déçu alors, encore une fois, est-ce que c'est un problème d'entente avec le QB? Est-ce que c'est un problème du joueur? Est-ce que c'est un problème de coaching? C'est toujours compliqué à dire quand il y a un joueur qu'on ne voit pas, d'identifier les raisons pour lesquelles on ne le voit pas. Je suis un petit peu déçu qu'on ne voit pas plus le rookie Quentin Johnson. Ils ont été nous chercher un receveur au premier tour. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi? C'est un copier-coller de McWilliams. Bah, voilà pourquoi, hein, la blessure. Mais bon, mais et puis tu t'en sers pas. Alors est-ce qu'on se dit on va le faire jouer doucement, puis un peu plus tard dans la saison, ou pour les années suivantes on va le développer, ou alors est-ce qu'on se rend compte qu'on s'est un petit peu planté et qu'il n'est pas au niveau attendu? Je sais pas, mais donnons-lui sa chance, donnons-lui plus de ballons, lançons plus de ballons dans sa direction à ce rookie.
Voilà, c'est le seul truc que je reproche un petit peu à cette attaque des Chargers. À côté de ça, bah voilà, ils ont fait leur match, hein, ils n'avaient pas une énorme opposition en face. Ils menaient à la mi-temps, je regarde le score, c'était 24-7 à la mi-temps. Bon, ils gagnent 24-17 au final. Donc pas besoin d'en faire plus que ça, quoi, même si finalement ça s'est joué qu'à une possession et qu'ils ont eu un ballon pour aller en prolongation, gagner les Riders. Donc attention à l'excès de facilité, mais à côté de ça, encore une fois, super match de Justin Herbert cette semaine. Allez, on attaque le top 3, numéro 3 de la semaine. Là, on commence à avoir vraiment 3 très 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 belles performances. Et en troisième position, j'ai placé Dak Prescott, qui s'est bien remis de son match compliqué face aux Cards. Ils n'ont pas fait de pitié là, les Cowboys. Il est à 28 sur 34, 261 yards, un touchdown. Franchement, maîtrisé de A à Z ce match. Il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de Mac Jones brièvement dans le récap du flop. Il y a eu ce premier drive où ça avançait bien du côté des Patriots, c'est derrière. Alors oui, quand tu limites l'adversaire à 3 points, évidemment c'est la défense qui a principalement fait le boulot. Mais Dak Prescott, il est là. Il fait toujours ses stats, il fait toujours son bon match. Et je l'ai dit, on avait dit que Dak Prescott, ce serait un quarterback qui, si vous voulez, vous fait rarement perdre des matchs, mais qui avait montré des difficultés à vous les faire, à retourner la situation quelque part. Mais quand c'est comme ça et quand ça tourne bien, et ben voilà, il y a pas besoin d'en faire plus quelque part. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et dans ce rôle-là de gérer l'avance, il a été très très bon. Sidney Lamb est un petit peu en retrait. Bon, il y a Martin John, mais au niveau du nombre de yards, il était un petit peu en retrait. C'est Jake Ferguson, le tight end, qui nous fait un super match sorti nulle part. Michael Gallup, on a revu un petit peu, alors qu'on l'avait pas trop vu cette saison. Tolbert également, on avait dit attention à lui, quand ça se montrait. Moi, je suis un peu déçu finalement, c'est Brandon Cooks qui déçoit un petit peu dans cette attaque des Cowboys. Mais voilà, si vous voulez, en gestion de match, quand c'est comme ça, Dak Prescott, il n'y a pas grand chose à redire, quoi, si vous voulez. Il fait son super match et voilà, très très belle performance de la part de Dak Prescott et la part des Cowboys. Il faudra voir, je crois que la semaine prochaine, c'est les Niners. Donc attention, dans ce genre de match-là, c'est là que la performance va être la plus intéressante à scruter. Numéro 2. On n'en parle pas beaucoup finalement, parce que dans cette équipe-là, il y a un joueur qui crève l'écran, et donc on oublie un petit peu facilement le quarterback. Numéro 2, j'ai placé Brock Purdy. Brock Purdy, Niners, je vous donne ses fiches de stats quand même. 20 sur 21. 283 yards. Un touchdown, pas d'interception. Alors d'accord, en face, c'est les Cardinals, mais on l'a vu, cette équipe des Cards, elle joue avec beaucoup plus de cœur que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Elle embête des équipes au niveau du score. Ils sont quand même revenus un petit peu en début de deuxième mi-temps, même si le score final est assez large. Et lui, il est là. Dak Prescott, alors d'accord, oui, il y a toujours ces histoires de système. Ouais, c'est le système qui l'avantage. Il prend pas trop de risques, c'est facile. Si vous voulez. Mais alors, en attendant, moi je trouve que les Niners, c'est la seule équipe parmi les favoris, on va dire les potentiels titrables, qui a été parfaite depuis le début de la saison. Il y a eu ce premier match face à Pittsburgh, où ça a été un petit peu plus long à se décanter, etc. Mais franchement, à côté de ça, quelle autre équipe candidate au titre fait une saison parfaite comme ça? Les Eagles sont à 4-0, on est d'accord, mais on a vu leur niveau de jeu est pas aussi bon qu'attendu. Les Bills ont perdu une fois, les Dolphins, on l'a dit, ont
perdu une fois, puisqu'ils viennent de perdre contre les Bills cette semaine. Les Chiefs ont perdu une fois, et franchement, les matchs face à Jacksonville et cette semaine face à New York, face aux Jets, c'était pas flamboyant. Franchement, les Bengals, je vous en parle même pas. Les Niners, j'ai l'impression, sont la seule équipe parmi les candidats au titre qui vraiment tient vraiment complètement son rang. Et voilà, et Brock Purdy 20 sur 21, c'est incroyable. Christian McCaffrey, j'en parle même plus de ce joueur. Et ben, vous savez, à un moment, on se dit, il y avait, attendez, je pense, score 21-10, ouais, 21-10 à la mi-temps. À un moment, on se dit, ouais, ils vont le faire souffler un petit peu quand même. Moi, je vous dis franchement, j'aimerais pas être les running back remplaçants des Niners. Il semble être habité, ce joueur. Il est en mission, quoi. Il est en mission. Et donc, je vous donne juste les stats à la réception. Hein, c'est un running back, hein, mais à la réception, il prend 7 réceptions sur 8 targets. Christian McCaffrey, 71 yards, un touchdown. Et puis, voilà, on l'a vu. Deebo Samuel est un petit peu en dedans, et ben c'est pas grave, je vais jouer avec Brandon Ayuk qui a fait un match de mammouth, 148 yards en 6 réceptions. Franchement, et Brock Purdy, je veux bien qu'on me dise que c'est facile dans ce système-là, etc. Mais pourquoi toutes les équipes le copient pas, ce système, s'il est si facile que ça à copier? Et si n'importe quel quarterback pourrait réussir dans ce système, pourquoi d'autres n'ont pas réussi avant? Donc je repose toujours la même question. Et franchement, Brock Purdy, il fait un super match. Alors oui, du coup on le met un peu en retrait parce qu'il y a McCaffrey qui est monstrueux. On est d'accord, franchement, c'est un monstre. C'est un monstre. Il n'y a rien à faire, il est juste trop fort, ce running back. Mais Purdy, il faut saluer quand il fait ce genre de très très bonne performance. Il y a des fois où Purdy, alors les Niners gagnaient quand même assez facilement, mais Purdy était un petit peu en dedans sur certains matchs cette saison. Là, rien à dire, super perf de la part de Purdy et des 49ers. Et on va conclure ce match top, plutôt, avec le numéro 1. Je pense qu'il n'y a pas un grand suspense. Hein. Je ne sais pas, vous me direz si vous en avez un autre. Mais j'ai placé évidemment Josh Allen. On l'avait dit la semaine dernière, il avait fait un mauvais premier match. Il avait fait 2 bons matchs face à des équipes plus faibles ensuite, pour se remettre tranquillement dedans, reprendre de la confiance. Et j'avais dit le rendez-vous, ce sera là, ce week-end, face à Miami. Et bah, qu'est-ce qu'il répond présent, hein? Pour un joueur dont on dit, ouais, sous la pression, c'est pas évident, il commet quand même beaucoup d'interceptions. Eh ben, je vous donne ses stats. Alors, excusez-moi, il faut juste que je change d'onglet parce que les stats que j'ai ne sont pas les mêmes, parce que j'en ai une qui prend en compte le différentiel par rapport au sac et l'autre qui ne le fait pas. Donc, 21 sur 25, 320 yards, 4 touchdowns, pas d'interception et un touchdown à la course. Voilà. Il nous a fait du Josh Allen tel qu'il est capable de le faire. Et quand il joue comme ça, c'est ce que je disais dans mon Power Ranking d'avant-saison, il pue la classe. Il pue la classe, ce mec. C'est un régal de le voir jouer. Il y avait eu des petites tensions, soi-disant, avec Stephen Diggs. Bah, dis donc, si ça, c'est un quarterback et un receveur qui sont tendus, qu'est-ce que ça doit être quand ils s'entendent bien, hein? Parce que 6 réceptions, 120 yards, 3 touchdowns pour Diggs. Gabe Davis, moi j'ai toujours dit, c'est un de mes joueurs préférés de la ligue. Alors, on disait, ouais, il est trop inconstant, est-ce qu'il va manquer peut-être à ses Bills, c'est un vrai receveur numéro 2 qui sort du lot. Et bah là, pouf, il est là, il répond présent. Et quand il joue comme ça, franchement, avec la défense qu'ils ont derrière en face, la défense, qu'ils ont eux en plus face à Miami, ils sont inarrêtables. Non, franchement, un match parfait. Il fait de tout, il lance court, il lance intermédiaire, il lance long, il court, il va chercher un touchdown à la course. Non mais franchement, quand il joue comme ça, Josh Allen, voilà, j'avais dit que ce sera le grand rendez-vous de la saison.
Alors, ça veut pas dire que les Bills vont gagner la division, ça veut pas dire que les Dolphins, c'est fini pour la victoire division. Attention, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'on parlait de Tua Tagovailoa MVP la semaine dernière et que cette semaine, tout ça c'est remis à zéro. Non, bien sûr, il va rester plein d'autres matchs dans la saison. Si les deux équipes vont en playoff, les playoffs, ce sera pas la même chose. On sait que Josh Allen, c'est en playoff qu'il doit montrer aussi, qu'il doit franchir un cap. Mais pour l'instant, en l'état, c'est juste parfait. C'est juste parfait, voilà. Rien à dire de la part des Bills. Franchement, voilà, un super match. Et bravo à Josh Allen. Alors, tac, je reprends juste mon top que je vous affiche en même temps sous le nez pour vous faire le récapitulatif de ce top 10 de la semaine. Numéro 10, Justin Fields, Chicago Bears. Numéro 9, Russell Wilson, Denver Broncos. Numéro 8, Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers. Numéro 7, Geno Smith, Seattle Seahawks. Numéro 6, Lamar Jackson, des Ravens. Numéro 5, CJ Stroud, des Texans. Numéro 4, Justin Herbert, des Chargers. Numéro 3, Dak Prescott, des Cowboys. Numéro 2, Brock Purdy, 49ers. Et numéro 1, Josh Allen, des Buffalo Bills. Et c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode de Franchise QB. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du fond, de la forme. Si vous avez envie de venir, encore une fois, venez avec moi. Je veux un copain pour discuter NFL chaque semaine. Franchement, c'est plus sympa. Et je pense que même pour vous, à l'écoute, c'est quand même plus sympa plutôt que d'avoir ma pauvre tête qui déblatère toute seule pendant 40 minutes. Voilà, n'hésitez pas, franchement. Et ah oui, je donne une petite précision parce que j'ai dit à des gens, si certains ne veulent pas, parce que les gens peut-être qui peuvent être réticents par rapport à ça, certains ne veulent pas montrer leur tête. C'est pas une obligation. Hein. La semaine dernière, on a fait du vocal. Bon, c'était plus lié à des contraintes techniques, mais c'est possible aussi. Je comprends que chacun n'ait pas forcément envie d'exposer sa tête à tout le monde. Hein, c'est possible aussi. Voilà, n'hésitez pas. Dites-moi si vous avez envie de venir et dans tous les cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord, si vous avez d'autres joueurs que vous auriez préféré voir dans le top, si vous n'êtes pas d'accord avec non, moi je trouve que Josh Allen ne méritait pas le numéro 1 cette semaine. Il n'y a pas de problème, on discute, voilà. Merci à tous de m'avoir suivi cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Franchise QB. Bye bye tout le monde!